La Forêt Gourmande, on est une association dans laquelle on expérimente depuis 9 ans un jardin-forêt en Bourgogne. Donc on est sur un climat qui va être un petit peu continental avec des étés chauds, des étés qui sont de plus en plus chauds et secs, des hivers qui peuvent être froids mais qui sont de moins en moins aussi. On est sur une plantation sur 2,5 hectares à peu près de plus de 1000 espèces alimentaires. Alors, si on prend en compte par exemple le prunier, le châtaignier et le pommier, ça va représenter 3 espèces. Donc on va un petit peu discuter ce soir des possibilités offertes par ce type de paysage nourricier. On parle d'une palette végétale de plus de 7000 espèces en climat tempéré. Donc vous verrez, c'est des associations de plantes, différents étages, qui ont vraiment un potentiel qui est considérable. Alors la logique, ce sont des plantes qui vont être pérennes, qui vont vivre longtemps et qui vont aussi donner une verticalité comme ça au site. On était sur une parcelle qui était dégradée au départ par de la compaction, par de la manque d'oxygène dans le sol. Il y a eu très peu d'interventions, si ce n'est des plantations denses, et vous verrez un petit peu des photos au fur et à mesure du diaporama. Donc voilà, je vais vous présenter pendant une quarantaine de minutes le concept de jardin-forêt. On va voyager un petit peu. Et puis voir aussi de quel message on est porteur collectivement. On est préparé, on est une civilisation de l'herbe et non pas une civilisation de l'arbre, puisqu'on va avoir toutes nos calories alimentaires qui vont provenir de plantes qui sont annuelles, de plantes qui sont de petite taille. À part, évidemment, il y avait des civilisations du châtaignier à certains coins de France, mais on pourrait tout à fait imaginer un pilotage et avoir un pilotage des paysages, avoir une grande part de nos calories alimentaires qui proviennent, pourquoi pas, de certains glands. Il y a des chênes qui produisent des glands qui sont montaniques. On pourrait imaginer, du coup, avoir énormément de glucides à partir de ces essences. Alors, il y a, par exemple, le chêne vert Balotte, qui est une essence, à mon avis, d'avenir, puisque c'est quelque chose qui va être résistant à des étés qui sont très longs et très secs. On verra le concept d'aguerre et d'ortus, un petit peu aussi des réflexions comme ça sur l'état de la planète, la vision des peuples premiers, puisque l'agroforesterie, elle est relativement récente dans nos contextes, surtout le modèle de jardin-forêt en climat tempéré. Le premier dont on a gardé la trace date des années 60 en Angleterre, et la technique, la pratique est millénaire sous les tropiques. Donc le modèle inspirant est vraiment ce qu'on peut trouver sous la ceinture équatoriale. Modèle d'avenir, on le commentera, et donc on va transposer ça en climat tempéré. Donc on verra qu'est-ce qu'un jardin-forêt, où est-ce qu'on peut l'établir, sur quelle surface minimale, quels sont les buts au pluriel, possiblement. Voilà, chose d'actualité, on entend beaucoup parler qu'on a la 6e extinction des espèces, c'est-à-dire qu'on produit notre nourriture et on vit d'une façon qui détruit la planète. Mais c'est notre modèle qui est occidental, Il y a énormément de peuples sur la planète qui ont pu trouver un équilibre et vivre en harmonie avec le monde. Des diapos donc, de la forêt gourmande il y a 9 ans, c'était un pré qui est complètement vide, dans lequel il n'y avait strictement rien, si ce n'est de l'herbe. Les photos qui ont été prises l'année dernière, donc 8 ans plus tard, une reconstruction comme ça paysagère, une verticalité qui va s'installer, une densification du paysage et des secteurs qui vont avoir une allure boisée. Alors, jardin-forêt, ça ne veut pas forcément dire qu'à terme, on va créer une forêt. C'est qu'on va créer des associations de différents milieux. Il pourrait y avoir des milieux qui vont rester ouverts, donc ensoleillés, et des secteurs qui, à terme, vont être dominés par des grands arbres. Et en sous-étage, ce sera ombragé. On peut aussi avoir des endroits qui sont aquatiques, des mares notamment, et les mares peuvent devenir nourricières. On verra, il y a des plantes de berge, des plantes aquatiques qui sont de très bonnes plantes alimentaires. Quelques exemples de production, des châtaignes, des noix, des fructifications rouges que vous voyez du cornuiller japonais, Cornus scusa, l'arbre aux haricots bleus dont on va manger la pulpe qui a un léger goût de pastèque, production de noix de pécan, des noix de pacanier, de carrier, qui sont des arbres nord-américains. Et quand on utilise le réservoir génétique de ces espèces, vous pouvez tout à fait produire dans votre région des noix de pécan. Donc c'est Carya illinoisiensis, mais il va falloir prendre des variétés nordiques qui vont pouvoir fructifier et faire des noix de pécan dans des automnes qui sont relativement humides et relativement courts. Ce sont des paysages qu'on va créer, qui vont être aussi harmonieux, qui vont être colorés. Vous verrez sur les diapos des plantes, des formes, des couleurs qui sont vraiment jolies, et dans lesquelles ces espaces, on va partager le territoire avec les autres formes de vie. C'est-à-dire que sur les comptages qu'on avait au départ de la parcelle il y a 9 ans, il y avait très peu d'oiseaux, il y avait très peu d'amphibiens, il y avait très peu d'insectes. Maintenant, on est évidemment comme une oasis dans laquelle toutes ces formes de vie reviennent. Des goji d'une variété jaune,
une clé de compréhension des paysages. Donc la succession végétale, un terme d'écologue, si vous imaginez en fait une parcelle comme ça qui est dénudée avec de la terre nue, si on n'a plus aucune intervention derrière et il n'y a pas d'animal herbivore sur la parcelle, vous allez avoir tout le stock de graines du sol qui va réagir, des plantes annuelles, tout un cortège comme ça en succession végétale qui va s'installer, pour à terme, au bout de quelques années, avoir un faciès qu'on appelle climacique, végétation climax, c'est-à-dire végétation mature du système. Le climax, la végétation adulte en Europe, sur l'immense majorité du territoire, c'est la forêt. La nature, en Europe et dans énormément de coins de la planète, elle crée de la forêt. Cette verticalité, c'est cette densification. Le questionnement est qui arrose et qui fertilise une forêt? Strictement personne. Et c'est la plus grosse production de biomasse de la planète. Dans le même temps, on va faire de l'agriculture, ça peut être du potager, ça peut être des champs de colza, ça peut être des champs de blé. Un système qui va être productif, certes, mais qui va être à grand renfort énergétique et beaucoup de temps passé également. Ça va s'opposer évidemment aussi à toute la vie qui était associée. Donc ça, ce début de la succession végétale, notre civilisation est basée là-dessus. Modèle qui est non efficace, quand dans le même temps, le vivant crée ça. On a certaines zones mondiales qui sont relativement rares, à des endroits où vous n'aurez jamais de forêt. Ça peut être la Pampa d'Argentine, le Midwest américain ou le Moyen-Orient, justement, de là où on vient, collectivement parlant, notre civilisation, où on a domestiqué les animaux et on a domestiqué les céréales. Dans ces endroits, la végétation ultime, c'est de la steppe, de la prairie, de la Pampa. Nos ancêtres domestiquent le blé, ils arrivent dans une Europe qui est boisée. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déforester massivement pour pouvoir cultiver ces plantes du début de la succession végétale. Vous préférez quelle image? Ce sont deux systèmes de production alimentaire. Le modèle de Laguerre, donc le modèle de l'Ortus, qui ont été décrits par les ethnobotanistes, ça signifie en latin Laguerre, ça signifie les champs cultivés, les espaces pleinement ouverts. Là, on va avoir une seule production, une seule plante, une seule espèce, voire même carrément une population de clones actuellement. Production de grains dans ce cas-là. Là, à l'inverse, le modèle de l'Ortus, qui a donné horticulture et qui signifie les richesses, la luxuriance. C'est intéressant de savoir aussi un petit peu l'explication des mots derrière. Donc on vise une seule production, là ce sont des espaces de multiproduction. On verra, on va sortir de là-dedans des fruits, des feuillages, des plantes médicinales, des fleurs alimentaires, du sirop de sève, pourquoi pas sur des grandes parcelles, du bois de chauffage, voire même pourquoi pas du bois de construction. Ça peut être une possibilité. Et la grande différence aussi entre les deux modèles, c'est qu'on a une rupture absolument totale avec l'espace naturel. Donc quand on inflige ce type de paysage à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent, il ne faut pas s'étonner qu'on soit à la 6e extinction des espèces, avec tout le reste qui se superpose, évidemment. Là, au contraire, on est donc sur une reconstruction du paysage en empruntant des formes et une architecture comme la nature l'édifie. On est vraiment sur du multistrate, sur ces juxtapositions d'étages. Je pense que le douanier Rousseau devait déjà aimer les jardins-forêts. Bon là l'image est un peu coupée, mais ça c'est une récolte de baies d'Eleagnus, Eleagnus umbellata, qui est un arbuste relativement remarquable, qui va faire du 4 à 6 mètres de haut, qui va être mellifère, fixateur d'azote, brise-vent, et vous faire des quantités de petits fruits qui sont de la taille d'une groseille, mais qui sont sucrés, acidulés et vraiment bons, et produits comme ça en abondance. Donc on peut consommer cru, cuit, ou qu'on peut laisser aussi aux oiseaux. Là, vous avez la capucine tubéreuse, qui est une capucine dont on va manger comme la capucine plus connue, feuillage et fleurs, également les tubercules. Là, c'est une photo du jardin-forêt de Martin Crawford en Angleterre, parce qu'il y a des jardins-forêts là-bas depuis les années 60. Il y a beaucoup de jardins-forêts. Celui de Martin Crawford a une trentaine d'années. Ce qui est remarquable, là par exemple dans ce secteur-ci, c'est que vous avez une trogne alimentaire de tilleul. Alors le tilleul, dans ce cas-là, l'utilisation ne sont pas les inflorescences séchées pour faire des infusions, mais la partie la plus intéressante des tilleuls, c'est le feuillage. C'est un arbre légume. Les tilleuls européens notamment, qui sont parmi les meilleures espèces, Tilia cordata, par exemple le tilleul à petite feuille, donc on va manger les feuilles crues ou cuites, on fait du pesto avec, ça peut être vraiment une base de salade. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà goûté, mais c'est vraiment sympa. Pour la petite anecdote, c'est un savoir qui s'est complètement perdu, puisqu'au début du XXe siècle encore, dans les orphelinats,
on n'avait pas d'argent, il fallait nourrir les enfants. Donc on faisait sécher les feuillages de tilleul qu'on réduisait en poudre. C'était incorporé à de la farine de céréales et ça donnait un aliment complet derrière. On a perdu beaucoup de savoir, effectivement. Et ça, c'est un jardin-forêt en Écosse, sur une petite surface, le jardin de Graham Bell. Il est sur simplement 1800 m² en système urbain. C'est quelqu'un qui va quantifier tout ce qui est produit et ces données sont vraiment remarquables. Alors, en jardin-forêt, bien sûr, on n'a aucun travail du sol. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est le peu d'intervention à terme. Et bien évidemment, il y a du travail au départ. Au fur et à mesure des années, le jardin est exactement l'image d'un enfant. Au départ, il est immature, il est comme un enfant, donc on va l'aider. On va avoir des interventions qui sont réfléchies et qui sont efficaces. Et à terme, le paysage va devenir adulte et il y aura très peu d'interventions à faire derrière. Qu'est-ce qui va fertiliser, qu'est-ce qui va faire vivre les plantes et leur permettre l'expression de la meilleure santé possible? C'est toute cette vie absolument invisible pour nous à l'œil nu. Hein. Imaginez dans 1 cm³ de terre forestière, de terre de sol, on peut avoir jusqu'à 1 à 5 km de hyphe fongique. Hein, c'est le champignon lui-même, hein, c'est pas sa fructification, c'est ces filaments blanchâtres comme ça qui s'infiltrent. Jusqu'à 10 puissance 9 bactéries, 60 000 protozoaires, 100 nématodes et éventuellement un insecte. Hein. Tout simplement, cette colocation, tout le monde vit là-dedans. C'est comme ça que la forêt n'est pas fertilisée, elle n'est pas arrosée, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle a des boucles de recyclage qui sont hyper complexes, où il n'y a strictement quasiment aucune perte, hein, grâce aux bactéries, aux champignons, etc. Une petite donnée qui est assez édifiante. Si vous êtes sur un limon labouré et battant, ça fait une croûte de battance comme ça en plein soleil, un seul millimètre par heure va pouvoir s'infiltrer comme ça dans le sol. Dans le même temps, sur un sol forestier, il y en a 150 mm qui vont pouvoir aller en profondeur, alimenter pourquoi pas les nappes phréatiques derrière. Le pouvoir des sols forestiers, hein, de toute cette vie comme ça qui est associée. Là, petite photo qui nous semble certainement à tous et à toutes normale, ce sont des anomalies. C'est totalement anormal de voir ça. Après un orage violent, même l'hiver, il ne devrait pas y avoir d'eau turbide en Europe, dans les fleuves d'Europe. Les fleuves devraient rester limpides. Ça, c'est quoi? C'est simplement la terre des champs qui ravinent, qui se barre sédimentée comme ça dans les rivières. Où la vie aquatique, évidemment, n'est pas du tout préparée à ça en plus. La forme arbre, c'est ça qui est vraiment important à retenir ce soir. La forme arbre est totalement capitale au bon fonctionnement des écosystèmes de la planète, hein, là où on trouve des arbres. C'est la seule forme végétale qui est capable d'utiliser efficacement une forte pluviométrie et de la restituer aux couches profondes du sol sans aucune érosion. Je vous disais tout à l'heure, j'ai oublié de vous donner la donnée, là où vous avez des zones mondiales où on a de la steppe ou de la pampa, on est à 500 mm d'eau annuelle maximum. Toutes les autres zones mondiales où on est au-delà de 500-600 mm d'eau annuelle, vous avez une forme de forêt, hein, un paysage forestier à terme. Alors ça peut être une forêt, différents types de forêts bien évidemment. C'est pour ça qu'on en arrive à ces conséquences, hein, quand on transforme, on vide les paysages, on vide cette 3D, on la transforme en 2D, on en arrive là. Reprendre les données que je vous disais, Claude et Lydia Bourguignon, docteur en biologie des sols, hein, explique qu'en 10 000 ans d'agriculture, l'humanité a créé 2 milliards d'hectares de désert sur la planète. Pourquoi? Parce qu'on on a coupé cette végétation climax forestière brutalement, on l'a remplacée par une végétation de type steppique. Dérèglement climatique en tout genre. Une donnée qui est optimiste cependant, les données qui viennent de chez Martin Crawford, encore en Angleterre. Il a fait son jardin-forêt sur 8000 m². Il y a 25 ans, c'était un pré, il n'y avait pas grand-chose hormis de l'herbe. Maintenant, il y a une forêt nourricière qui est complexe, qui est productive, et dans laquelle ont été stockées 230 tonnes d'équivalent carbone. Donc c'est énorme. La majorité, d'ailleurs, vous le voyez, ça c'est intéressant, elle n'est pas tellement dans la végétation, mais elle est dans le sol, sous forme des humus, sous forme de différentes molécules. Dans le même temps, sur de l'agriculture standard, non seulement on n'aurait pas stocké du carbone, mais on en aurait relâché abondamment. Une petite promenade sous les tropiques, une photo d'agroforêt en Éthiopie. Ça ressemblerait presque à une forêt tropicale naturelle. C'est une reconstruction totale par les humains, c'est une forêt nourricière, une forêt de multiproduction. Un paysage qui était complètement incompris par les premiers agronomes. Hein, quand ils ont été expertisés ces endroits, ils n'ont pas du tout compris que c'était alimentaire, médicinal, nourricier, etc. Donc ils leur ont fait tout abattre. Ils ont considéré ça comme des modèles totalement archaïques et qu'il fallait repasser sur du soja, du riz, etc. Agroforêt tropicale, la plus ancienne forme d'agriculture sur la planète et de loin. L'agriculture a 10 000 ans à peu près. Ça, c'est impossible de chiffrer.
C'est ce qu'on appelle les agricultures invisibles, puisque quand on n'est pas expert, qu'on va dans ce genre de parcelles, on ne peut pas s'imaginer que ce soit domestiqué et planté par l'humain. Ça appelle aussi à la notion de forêt primaire. C'est encore finalement une croyance qui est complètement en train de s'effriter. Il n'y a on pourrait se dire forêt primaire, une forêt dans laquelle il n'y a jamais eu aucun humain dedans. C'est totalement faux. Dans toutes les forêts primaires de la planète, il y a eu des civilisations, il y a eu des passages d'humains. Les scientifiques avancent le chiffre de plusieurs millions de personnes dans le bassin amazonien à la pleine expansion quand il y avait des personnes dedans. Donc il y a certains pans de l'Amazonie qui ont été complètement retravaillés par les présences humaines et dans lesquels vous avez des arbres, des lianes, des plantes nourricières sur des taux qui sont absolument non naturels. Ça n'a pas eu d'impact négatif sur l'Amazonie, bien au contraire. Ça a joué sur le jeu de dispersion aussi des espèces. Ça a eu un rôle d'agradation. Donc c'est bien la preuve qu'on peut tout à fait vivre en harmonie avec notre environnement tout en produisant des choses pour bien vivre. Coévolution entre les humains et l'environnement, ouais. Alors, on va venir en climat tempéré maintenant et voir les différentes productions possibles de jardin-forêt. On aura des productions qui sont matérielles, qui sont quantifiables, des fruits alimentaires par exemple, du bois, pourquoi pas, et puis des choses immatérielles, du repos par exemple. Alors, qu'est-ce qu'un jardin-forêt? Je vous disais, on travaille avec différents étages et avec des plantes, pour la grande majorité, qui vont être des plantes pérennes. Différentes strates qui sont décrites. Arbres de canopée, donc des arbres qui vont faire au moins 10 mètres de haut. Ça peut être des fruitiers de plein vent, des fruitiers sur franc par exemple. Ça peut être certains bambous. On a des bambous comme Philostachys edulis qui va faire 20 mètres de haut, qui compte parmi les meilleurs bambous comestibles, qui va vous faire des turions comme ça, extrêmement succulents. On peut avoir les châtaigniers, on peut avoir des essences aussi qui sont peu connues, comme les calopanax, par exemple, dont on va manger le feuillage, ou les eretia, qui sont des arbres dont on va manger les fruits. La strate en dessous, les petits arbres, on va parler par exemple de l'aziminier. L'aziminier, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un arbre qui va produire des sortes de mangues. Alors botaniquement parlant, c'est pas un manguier, mais le fruit produit est extrêmement délicieux, surtout sur les variétés greffées, où on peut obtenir des mangues jusqu'à à peu près 400 grammes, des fruits vraiment de grosse taille. Un arbre d'une rusticité extrêmement intéressante, ça peut tenir à du moins 20, moins 25. Une espèce qui est nord-américaine dans son milieu d'origine. Quand on sait ça, on se dit, mais pourquoi on fait venir des mangues de l'autre bout de la planète, puisqu'on peut cultiver des choses équivalentes. Je vous en parle pendant que j'y pense là, il ne sera pas dans le diaporama. Le gingembre, c'est exactement la même chose. Le gingembre qu'on consomme généralement, c'est un gingembre tropical. Il a un cousin qui pousse dans les montagnes de Chine, c'est Zingiber niaga, qui va tenir à du moins 15, moins 18, bien paillé. Les arbustes jusqu'à 3 mètres, on en verra tout à l'heure. Les herbacées, c'est un terme générique, il y a plein d'herbacées. Alors bien sûr, ça peut être les annuels, ça peut être les légumes qu'on connaît bien, ça peut être aussi des plantes sauvages, puisqu'on est toujours à l'interface entre sauvage et domestiqué, donc on fait aussi des récoltes de plantes sauvages, qui sont souvent de bons comestibles, qui ne demandent aucun travail, qui vont être spontané. En herbacée, ça peut être des couvre-sols comme des fraisiers par exemple, ou comme du bugle rampant. Ça peut être aussi des grands végétaux comme des cardons, des artichauts ou de la berce d'Hercule par exemple. Des tubercules, différents tubercules. On peut avoir de l'igname de Chine, qui est un igname de climat tempéré, donc qui va faire un tubercule jusqu'à 1 kg, 1,5 kg. La culture de champignons peut s'envisager bien évidemment, et quelque chose qui est vraiment intéressant et qui donne une silhouette vraiment belle au paysage, ce sont les lianes. Alors la vigne est une liane, botaniquement parlant. On la connaît sous forme de bonsaïs qui sont traités en monoculture. La vigne originelle, c'est une liane qui va faire 20 mètres de haut et qui va pousser avec un arbre support, lesquels vont former un partenariat, ils vont s'échanger des composés racinaires. Il y en a un qui va être efficace pour aller extraire un élément minéraux dans le sol et va en céder une autre partie à son partenaire. On est vraiment sur quelque chose de complètement différent, on s'en aperçoit avec la science actuellement. La nature n'est en aucun cas basée sur les règles de compétition, enfin en tout cas le moteur évolutif le plus important n'est pas du tout basé sur la compétition et la prédation. Ça, c'est, je sais pas, quelque chose d'assez infime. On se rend compte que c'est le mutualisme, le partenariat, les symbioses qui a permis les grands bonds en avant dans le vivant. Exactement comme on fait en jardin-forêt. On ne va pas lutter contre quelque chose, mais vraiment travailler avec. Les lianes, je vous disais, alors par exemple, si vous utilisez de la vigne, elle peut être guidée entre des arbres comme ça, faire comme des guirlandes productives, et on fait de la cueillette sur un végétal qui va pouvoir faire 20 mètres de large.
Pareil pour des kiwais, par exemple, ou pour le schisandra, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une liane encore relativement peu connue. Un petit listing, donc ça c'est un module de plantation un peu classique, hein, avec les différents étages. Et donc, qu'est-ce qu'on peut produire en jardin-forêt? Je vous disais, ce sont des espaces de multiproduction, donc des noix. Le terme noix étant là encore un terme générique. Il y a la noix de Grenoble, mais on a vu tout à l'heure, ça peut être des pacanes, hein, des fruits du pacanier. Ça peut être différents oléagineux. Des graines, des fruits, des légumes, des feuillages, ouais. Toutes sortes de plantes médicinales, également les produits de la ruche. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir, avec ce type de plantation qui peut être aussi en partie exotique, on va avoir des décalages dans la floraison. Donc des arbres qui clairement vont fleurir au cœur de l'été, quand dans nos flores, il n'y a plus que des herbacées. Vous allez en Chine, vous allez en Amérique du Nord, il y a des arbres ou des arbustes qui vont fleurir au cœur de l'hiver, au cœur de l'été. Chez nous, on n'a plus ça. Si vous faites de l'apiculture ou si vous voulez soutenir aussi les populations sauvages d'insectes, ça peut aussi les aider. Un jour, ils se réveillent l'hiver, il fait extrêmement doux. Si un arbre est en floraison, un arbre nectarifère ou pollinifère, ça va les aider au niveau de la colonie. Les épices, alors différentes épices peuvent être produites. Hein. On a par exemple le poivre du Sichuan. On a un poivrier qui a 3 ans. Dans le jardin-forêt, il fait déjà un petit bol de poivre. C'est quelque chose de très productif. Il faut juste veiller à l'implantation, que le plant soit pas trop jeune quand il fait au premier hiver, si l'hiver est trop froid. Et autre épice, il y a la cannelle de Magellan. Par exemple, c'est Dremis winteri, qui est un arbre patagonique, un arbre de Patagonie, dont on va utiliser l'écorce pour remplacer la cannelle, hein, qui était utilisée aussi par les navigateurs, parce qu'il est très riche en vitamine C. Il empêchait le scorbut. Lien papier vannerie, donc des choses plus structurelles, un piquet tuteur, pourquoi pas. Sève et sirop de sève, ça peut être la sève de bouleau, ça peut être du sirop de certains érables, hein, qui va être réduite et faire des glucides, comme l'érable du Canada par exemple, mais il y en a d'autres. L'érable Negundo, par exemple, qui est un érable qu'on trouve maintenant le long des cours d'eau en France, qui est décrit comme étant invasif, puisqu'il vient d'Amérique du Nord. La plupart des gens ne savent pas, c'est un érable qui est intéressant, il est pionnier, donc il pousse très vite, et au bout de 15 ans, on peut déjà faire des saignées et faire du sirop de sève avec. On l'évoquait, un bois de chauffage du BRF pour fertiliser, du bois mort, qui est quelque chose d'une notion extrêmement importante par rapport à la gestion de nos forêts actuelles. Nos forêts en Europe sont gérées d'une façon totalement hygiéniste et pasteurienne, donc il n'y a plus de bois mort, on considère que c'est sale, donc on le brûle, on l'évacue. Le bois mort est le début de chaînes alimentaires hyper complexes, et les forêts, pour bien se porter, ont besoin d'un taux important de bois mort. On parle de 50 mètres cubes minimum à l'hectare. Donc en jardin-forêt, il y a du bois mort aussi. C'est le regard, hein, en fait, hein, c'est le regard qu'on porte sur les choses qui doit changer. Plante tinctoriale, ce qui peut être aussi intéressant si vous avez un projet pédagogique, un projet avec des enfants, etc. Hein, des plantes qui vont être colorantes. Les berbéris vont colorer en jaune, par exemple, les textiles, ou l'indigotier en bleu. Fourrage d'arbres, hein, quelque chose qui était encore très utilisé il y a une 50aine d'années en France. On en est arrivé à un modèle où quand les prés sont brûlés par des sécheresses estivales, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chercher des bottes de foin pour nourrir les animaux dans les pays limitrophes, hein, ou au fin fond de l'Europe, je ne sais pas où. Pendant, dans le même temps, vous avez un encadrement d'arbres autour qui pourraient nourrir les animaux, comme le frêne ou les saules par exemple. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces animaux-là, nos grands animaux domestiques, donc les chevaux, les vaches, les moutons, sont des animaux, si vous leur donnez du ligneux à manger, des bourgeons, des écorces, de la feuille, ils vont se jeter dessus. Physiologiquement parlant, ils en ont besoin. Ils ont besoin de ces apports-là. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux préforestiers qui ont coévolué justement, rappelez-vous, hein, le début, enfin, la succession végétale, ils sont là pour empêcher l'arrivée de la forêt. Donc comment ils font pour ça ? Ils vont manger tous les ligneux qui se mettent en place. Imaginez aussi quand on a une vache qui se met à pisser sur un pré, hein, donc sur un tas de gazon, tas d'herbe, le volume d'urine qui arrive sur des toutes petites plantes rases. Quel est le pourcentage réel d'azote et de phosphore capté par la strate herbacée? C'est minime. Première pluie qui tombe, ça se casse dans la nappe phréatique ou dans l'étang d'à côté qui va envoyer du nitrate. Hein, vous allez avoir la Jussie qui est peut-être là, qui va exploser sa population. On va dire la Jussie est problématique. Non, ce sont nos pratiques qui sont problématiques. Quelle est la forme végétale capable d'utiliser efficacement cet énorme volume d'urine fait par les méga-mammifères? C'est encore une fois la forme arbre, hein, là où ces animaux ont coévolué, où ils établissaient des clairières dans ces espaces forestiers. Et puis les animaux, ils ont besoin d'ombre à des moments donnés, puis des effets de coupe-vent aussi. Donc les mettre sur de la 2D, c'est carrément totalement un non-sens. Ils deviennent polluants et ils peuvent pas être bien. Et donc, c'est des productions quantifiables, hein, et toutes les choses là comme ça
qui sont ô combien essentiels cependant, sont des espaces dans lesquels on se régénère aussi. Donc on fait des rencontres d'insectes, on voit des animaux, on entend le bruit du vent dans les feuilles, on voit toutes sortes de couleurs. On est vraiment sur des choses qui sont très agréables aussi pour le mental, pour le bien-être. Ça peut être, on peut imaginer, une mise en place de jardin-forêt avec des ateliers thérapeutiques aussi à l'intérieur, par exemple. On va voir un petit peu des plantes maintenant. L'aziminier, dont on parlait tout à l'heure, fructification immature, c'est ça qui produit des sortes de mangues. Le goumi du Japon, qui est un arbuste relativement extrêmement intéressant, qui produit au bout de 2 ans déjà, qui fait ces petites baies dont les enfants raffolent, et les adultes aussi, la plupart du temps. Vous connaissez tous et toutes les fuchsias qui sont des buissons alimentaires. Ce sont les baies à pleine maturité qui se mangent, les baies bien sombres comme ça, qui sont très riches en antioxydants, en anthocyanes notamment. Ça a un goût, on va dire, un petit peu de cerise. Il n'y a pas de noyau central, les graines sont microscopiques, on ne les sent pas. Fuchsia magellanica notamment qui va tenir à du -15, -17. Galinsoga peut-être, vous l'avez vu dans des potagers, dans des serres. Pareil, une plante considérée comme invasive. Elle ne vient pas d'Europe au départ. Un super légume qui va pousser comme ça en touffe, donc une plante herbacée. On va manger l'intégralité de la partie aérienne. C'est quelque chose, voilà. Si on ne connaît pas les plantes, pour pouvoir favoriser par exemple des laitues ou des carottes, vous allez avoir ça qui va pousser, vous allez l'arracher pour après vous donner du mal à faire pousser autre chose derrière. Caragana arborescens, si vous mangez des lentilles ou des pois chiches, c'est une plante de la même famille, sauf que les lentilles et les pois chiches sont des plantes annuelles qu'il va falloir sans cesse ressemer. Les annuelles nous invitent évidemment à quelque chose de répétitif et finalement d'assez enfermant. Là, on est sur un arbuste qui va faire du 4 à 6 mètres de haut, qui va entrer en production au bout de quelques années. On mangera les petites gousses, un peu préparées comme des haricots verts, et les graines comme des lentilles. C'est quelque chose qui est brise-vent, qui est mellifère, qui est très joli en plus, fixateur d'azote. On est sur multifonction aussi. Une liane fruitière, l'akébi, peut-être que vous avez en ornemental dans vos jardins. Si vous avez 2 exemplaires génétiquement distincts, deux variétés différentes, ils vont se polliniser et on aura des fructifications comme ça. Sur certaines variétés, on a des fruits de cette taille-ci, dont on va manger la pulpe. Le fruit se fait cuire comme de la courgette et toutes les jeunes pousses de printemps sont aussi des légumes cuits qu'on peut consommer. C'est une liane à biomasse qui pousse très vite quand elle est bien installée. C'est une liane, les moutons aussi et les chèvres en raffolent. C'est une liane médicinale également. Et vous voyez ces couleurs, les couleurs sont réalisées sans trucage. C'est aussi la beauté du vivant. Schisandra chinensis, la baie aux 5 saveurs, parce que si vous mangez ces sortes un petit peu de grappes de raisin là, c'est sucré, salé, acide, amer, astringent à la fois. C'est une plante très utilisée en Ayurveda, et une des 50 plantes essentielles de la pharmacopée chinoise. Vous la trouvez sous forme de gélules en pharmacie, en magasin bio, etc. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait produire en Europe, et pareil encore une fois qu'on fait venir de l'autre bout de la planète. Autunia cordata, l'autunie, qui est une plante qu'on trouve au rayon plantes bassin là, dans les jardineries, en ornemental, mais qui est un très bon comestible. Souvent, c'est les feuilles un peu tricolores qu'on voit, la forme verte et la forme sauvage. C'est un légume également en Asie qui a des arômes un petit peu d'agrumes assez puissants. Alors une plante, si vous avez un point d'eau ou une terre un peu humide, vous implantez un plant comme ça, il va se mettre à coloniser le terrain. Eretia dixonii, qui est de la famille des bourraches, mais qui est un arbre de 15 mètres de haut à peu près, qui a cette propriété aussi de bioaccumuler les éléments minéraux. Les fructifications se mangent et on peut mettre ça dans des parcours d'animaux type des poules par exemple, elles vont pouvoir les consommer également. On est sur quelque chose d'efficace, une floraison estivale qui va aussi soutenir les insectes. Et les noix de pécan. Notre pécan au centre, ouais. Je pense que vous connaissez l'hibiscus, qui est un arbuste nourricier également. Voilà, ouais, on le voit souvent chez les voisins ou dans son jardin. On mange les fleurs et on mange les feuilles. C'est une malvacée, famille des roses trémières, famille des mauves, de la guimauve. Toutes ces plantes sont de très bons comestibles. Avant et après, l'arbre aux clochettes d'argent, qu'on appelle aussi l'arbre à concombre, qui est très prisé par les anglo-saxons. C'est une espèce qui est intéressante puisqu'elle va produire à mi-ombre en plus. Donc oui, ça je vous l'ai pas dit, mais on a une production en plein soleil, à mi-ombre, et on verra aussi dans des ombres profondes. Alésia carolina, donc vous avez une fructification après, ce qui est verdâtre. Bon, je ne sais pas si vous arrivez trop à distinguer.
une multitude comme ça, comme des mini caramboles qu'on va manger en pickles, en marinade. Vous créez un effet visuel qui est remarquable, hein, la plante est très belle et en plus elle est nourricière. On peut imaginer un pilotage aussi des endroits dans les villes, évidemment, pour conserver l'aspect esthétique et avoir aussi une production derrière. Cornus mas, le cornouiller mâle qui est une essence de France. Des coteaux calcaires plutôt, c'est un peu acide chez vous. Là ce sera plutôt Cornus cousa, le cornouiller du Japon qui poussera bien. Donc les cornouilles, je pense que c'est encore une consommation qui est relativement anecdotique en France actuellement. C'est un arbre fruitier à part entière dans énormément de pays du monde. En Europe de l'Est, en Moldavie, en Ukraine, en Russie même, il y a des campagnes de sélection sur ce type d'espèces où les universités travaillent dessus. Vous avez des cornouillers de cette taille-là qui sont déjà remplis de fruits, qui sont 3 à 4 fois plus gros encore que le fruit sauvage. Et les morus, hein, les mûriers en arbre, qui sont de la même façon des arbres alimentaires. On mange les fruits pardon, et le feuillage cuit. L'Oveni sucré, un dessert en Asie. Ce sont les petits pedoncules que vous voyez là, qui ressembleraient presque un petit peu à du gingembre. C'est produit par un arbre de canopée, on est à du 10 mètres de haut. Fructification qui est... Enfin, c'est pas une fructification botaniquement parlant, puisque la graine, elle est là, elle ne se consomme pas. Hein, donc c'est ça. C'est sucré comme du raisin sec avec des arômes entre la figue et la poire. J'ai vu un exemplaire adulte dans un parc botanique à Nantes. Il était absolument couvert de cette... Comment tu production. Ça chute. Ça chute à maturité. Ouais. Famille de la bourdaine, hein, une ramenacée, un arbre. Donc voilà, imaginez ce potentiel de nourricier pour les abeilles. On le voit aussi dans les forums de permaculture. Hein, prenez soin de vos abeilles, mettez des petits parterres de fleurs mellifères. Ça, on ne se rend pas compte, mais derrière ce message, c'est on est la civilisation de l'herbe. Ce qui fonctionne, c'est la forme arbre. Surtout qu'au pignon nord ou au pignon sud de l'arbre, il y aura encore des herbacées qui vont également être mellifères. L'arbre salade, un arbre asiatique, Thuna sinensis, qu'on appelle aussi Cedrella sinensis, qui est un arbre très prisé par les Chinois notamment. Hein, donc on mange les feuilles crues, on mange les feuilles cuites. Imaginez cette praticité là encore. Soit vous laissez l'arbre devenir très haut, hein, enfin son plein dimensionnement, 10-15 mètres de haut, soit pareil, on peut le trogner, faire un tétard alimentaire qu'on peut même incorporer dans des parcelles potagères. Ça, c'est une forme, un cultivar qu'on appelle flamingo parce qu'il a les pousses de printemps qui sont roses vifs comme ça. Production à mi-ombre, hein, voire pourquoi pas dans des ombres assez importantes. Alors, de loin, on pourrait dire que c'est un if, c'est un conifère, mais c'est pas du tout un if, qui lui est toxique, enfin est mortel plus exactement. La seule partie comestible, c'est la pulpe rouge. Quelques graines suffisent à nous faire mourir, donc il faut faire très attention au if. Ça ressemble, mais c'en est pas un, c'est un torreya, donc qui va produire des noix de cette taille-là, des noix qu'on va manger crues, cuites. On fait de l'huile avec. Ce sont vraiment des conifères aussi extrêmement intéressants à la plantation. Pistachier de forêt, donc c'est pas le pistachier qu'on mange à l'apéritif, qui est lui une plante méditerranéenne, hein, mais qui tient quand même à du -25. Ça, c'est très rustique, c'est vraiment quelque chose qui va pousser à mi-ombre. On va manger les graines de la même façon. Igname de Chine, photo de kakis qui sont en train de sécher, qu'on s'offre volontiers au Nouvel An chinois. Réservoir génétique, hein, ça c'est intéressant. Alors, je vous parle pas beaucoup des variétés, enfin des choses classiques bien évidemment, mais qui sont incorporées. Donc, dans le jardin forêt, on a des prunes, on a des abricots, on a des tomates, des pommes sanguines par exemple. Alors, pour un petit aparté sur les pommes, qui sont intéressantes puisqu'elles nécessitent en conventionnel 25 à 30 traitements par an. Les pommes, ça répond souvent aussi à la question sur les plantes qui viennent d'ailleurs. Les pommiers ne sont pas du tout européens. Toutes nos variétés de pommes proviennent à l'origine du Kazakhstan. Et dans le Kazakhstan, vous avez des multirésistances aux feux bactériens et surtout à la tavelure, qui est la maladie numéro 1 des pommes. L'INRA a des plans de pommiers kazakhs. Des généticiens ont été expertisés l'espèce et se sont aperçus que les pommes là-bas, au Kazakhstan, alors il y a une diversité d'expression des pommes qui est énorme, il y a des petites pommes, il y en a des géantes, il y en a qui sont juste délicieuses et divines et tellement parfaites qu'on pourrait directement les commercialiser, des pommes sauvages, hein, sur les marchés nord-américains ou européens. On n'a pas accès à ce genre d'informations, bien évidemment. Ce sont des plantes qui nécessitent aucun traitement, enfin des arbres plus exactement. Ce sont des arbres aussi de grand dimensionnement et qui vont vivre longtemps, mais qui seraient vraiment des ressources aussi d'avenir. Le désespoir des singes, hein, la Raucaria, qui est un arbre oléagineux, quand vous avez au moins un couple, puisque l'espèce est dioïque, il y a des arbres mâles, des arbres femelles. Les arbres femelles, au bout d'une trentaine d'années, vont avoir ces fructifications, ces sortes de cônes, hein, qui sont pleins de pignons, qui sont une base alimentaire des Mapuches, un peuple d'Amérique du Sud.
Donc il y a toute une partie, c'est un arbre plutôt océanique, mais qu'on trouve dans plein d'endroits de France. Une production comme ça aussi alimentaire avec ce conifère. Et la mélanchier qui est super sympa, peut-être que vous avez déjà goûté. Un petit goût un peu de myrtille, mais qui s'adapte à beaucoup d'autres contextes et qui est beaucoup plus grand. La diversité même au sein des annuels, alors ça c'est Phaseolus lunatus, c'est les haricots lune, des haricots qui sont pérennes, en climat doux. Il ne faut pas qu'ils gèlent, ou il faut les protéger, il faut les pailler, mais des haricots qui sont pérennes, qui vont repartir de la souche. Des courges qui sont peu utilisées actuellement, mais qui sont des courges très résistantes à la sécheresse. C'est Cucurbita mixta, Cucurbita argyrosperma, il y a les deux appellations. Des courges qui ont besoin de peu d'eau pour pouvoir se développer. Différents melons, différentes carottes aussi. Cornouiller du Japon, je vous le disais tout à l'heure. Et puis on retrouve des pastèques en différentes couleurs. Quel est le but, ou quel serait le but si vous avez envie de faire un jardin-forêt? Donc on peut viser une certaine autonomie familiale, vivrière, une production professionnelle également. Bien évidemment, les designs, les conceptions seront totalement différentes. En Hollande, il y a un restaurant qui est couplé à un jardin-forêt. Une grande partie de la carte provient que de produits de jardin-forêt. Et la Hollande, qui croit beaucoup à ce type de nouvelle agriculture, va financer 20 hectares de jardin-forêt. Ils sont en train de faire ça. 20 hectares de jardin-forêt hollandais pour la production commerciale. Autant vous dire qu'en France, on est extrêmement en retard par rapport aux autres pays sur ce type de technique. Et on a bien évidemment des projets qui sont collectifs, pédagogiques. Donc on a l'apparition de jardins-forêt un peu partout dans les villes de France actuellement, et ça c'est super, menés par différentes associations, collectifs. Donc là, on n'en entend pas encore beaucoup parler, mais c'est vraiment une réponse aussi au changement climatique, aux bulles de chaleur urbaines qui ont chauffé les villes. On végétalise, on produit de la nourriture, on protège le vivant et on séquestre du carbone. Et on partage l'espace de façon intelligente. Ce sont des photos prises à Taïwan d'un jardin-forêt collectif et participatif. Du coup, les résultats sont extrêmement intéressants aussi d'un point de vue sociétal. Claire, notamment, qui m'a fait part de ce qui s'est passé là-bas, me disait qu'il y avait des personnes âgées, par exemple, personne ne s'en occupait, donc ils étaient hospitalisés sans cesse pour qu'on s'occupe d'eux. Maintenant, ils sont dans des espaces où ils reviennent, ils font de la cueillette, ils se rappellent, ils se remémorent ce que faisaient leurs propres parents et ils l'enseignent aux enfants. On est vraiment sur une recréation de tissu social aussi, dans des espaces qui sont régénérés. À Taïwan, c'est extrêmement urbanisé. Ils ont vu revenir des amphibiens ou des insectes qui avaient disparu depuis je ne sais combien de temps. Ah oui, on pouvait pas mal finir. Donc on peut devenir une civilisation de l'ortus, vraiment, et vivre. Le message final, la nature est abondance. C'est notre vision qui est problématique, notre vision collective. On peut la changer rapidement, devenir collectivement intelligent et inverser les grandes tendances de destruction pour aller vers des modèles comme ça qui sont vertueux et durables. Peut-être juste un tout petit point sur l'association. Donc voilà, on fait des conférences, on participe à des salons, on accueille des classes. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, de partager ça avec les enfants, qui se promènent dans ces espaces-là, qui s'amusent dedans. Alors, il n'est pas question de leur parler des plantes avec des noms latins, etc. Simplement qu'ils se promènent, qu'ils sentent, qu'ils touchent, revenir à quelque chose de sensoriel aussi. Et différents accompagnements en train de constituer aussi une pépinière. Voilà. Merci à vous.